Le président Ghazouani m'a invité à un ftour, un dîner. C'est un putschiste contre un système qui a la peau dure, un système têtu qui abuse de la confiance de la communauté internationale et qui use aussi de tous les moyens pour diviser les peuples. Ces communautés sont dressées les unes contre les autres par une propagande. Le peuple mauritanien agonie à cause de la pauvreté. Ghazouani n'est pas un président élu. Ma première question, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez effectué une visite au niveau des États-Unis. Quel était le but? On a vu vraiment une diaspora acquis à votre cause. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en avant afin de pouvoir donner à toutes ces personnes aujourd'hui qui avaient besoin d'un interlocuteur pour leurs problèmes? Très bien, je vous remercie. Tout d'abord, ce que j'ai constaté au fil des années de combat contre un système qui a la peau dure, un système têtu qui utilise la ruse, qui abuse de la confiance de la communauté internationale, qui nargue le droit international et qui use aussi de tous les moyens pour diviser les peuples. Par exemple, les Mauritaniens sont très divisés par le fait que le pouvoir en place depuis 1978 use de l'arme de la division pour régner. Et cette arme de la division se cristallise autour de l'incitation au racisme entre les communautés mauritaniennes, à la dissension entre la communauté mauritanienne. Donc, le peuple mauritanien, composé de plusieurs communautés, ces communautés sont dressées les unes contre les autres par une propagande qui est une arme du pouvoir mauritanien pour neutraliser la force du peuple en divisant ces différentes strates sociales, ethniques et raciales. Moi, je suis en croisade contre cet état de fait qui participe à la longévité du pouvoir et qui est un pouvoir contre le peuple mauritanien à travers sa gouvernance, qui est une gouvernance nulle sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'agriculture, des infrastructures. Donc, le peuple mauritanien agonie à cause de la pauvreté, à cause du manque des soins, du manque d'infrastructures sanitaires, scolaires, infrastructures économiques, à cause du chômage, à cause du délabrement dans tous les domaines de la vie. Bon, il faut unir le peuple pour que le peuple sache la lutte doit être menée contre qui? La lutte ne doit pas être menée contre les Arabes. La lutte ne doit pas être menée contre les Peuls, ni contre les Hratim, ni contre aucune autre communauté. La lutte doit être la lutte du peuple uni contre le pouvoir, qui est un pouvoir prédateur des droits et de tous les droits. Je suis parti en Amérique pour faire appel à la diaspora. Et toutes les diasporas sont leaders dans la société où nous sommes là-bas au pays. Ils sont des chefs de famille, ils sont des chefs de clan, parce qu'ils nourrissent des gens là-bas, dans le pays. Et ils représentent l'exemple pour beaucoup de gens dans le pays. Donc, j'ai fait un appel à la diaspora et j'ai expliqué, et c'est facile de l'expliquer, que le peuple doit être uni contre son seul adversaire qui est le gouvernement.
Voilà, et je pense que cet appel a fait mouche aux États-Unis et ceci doit encore s'élargir, non seulement dans les différentes diasporas, dans les différents coins du monde, mais aussi à l'intérieur. Il y a beaucoup de prix au niveau des droits humains. On ne pourra pas sans évoquer cette question. Quelles sont aujourd'hui les méthodes concrètes que vous privilégiez aujourd'hui pour combattre la persistance de l'esclavage en Mauritanie, notamment face au rapport des ONG estimé à 150 000 personnes sont encore victimes? Bon, il faut que le peuple mauritanien, dans ses différentes strates, s'approprie la lutte contre l'esclavage dans toutes les communautés mauritaniennes. L'esclavage reste encore une réalité douloureuse, reste aussi des faits, des crimes qui sont dénoncés, criminalisés et décrits par les lois, les lois du droit national et du droit international. Mais il y a une très mauvaise volonté à appliquer les lois sur l'esclavage. Ces lois sur l'esclavage sont appliquées de manière sélective parce que moi, j'ai vécu, et tous les Mauritaniens, dans les arcanes de la justice mauritanienne, ont vécu l'impunité totale dans le domaine de l'esclavage, et même les institutions comme la Commission nationale des droits de l'homme, comme l'Agence mauritanienne contre la traite des personnes et contre le trafic des migrants et l'esclavage, le mécanisme des droits, le mécanisme contre la torture et même le commissariat pour les droits de l'homme, toutes ces institutions qui sont financées à coût de centaines de millions, voire à coût de dizaines de milliards de billets, sont entre les mains de pseudo-défenseurs des droits de l'homme qui sont à la solde de l'État et qui produisent de faux témoignages contre les victimes, dénaturent la réalité des faits de l'esclavage et produisent de faux rapports dans une connivence avec les criminels d'esclavage, ceux qui ont encore fondé leur mode de vie sur l'esclavage, leur code d'honneur sur l'esclavage, là-bas en Mauritanie, que ce soit dans la ville ou dans la campagne, et qui maintiennent en situation d'esclavage, en situation d'exploitation, en situation d'oppression, voilà, plus de 20% de la population mauritanienne qui, au sein des milieux arabophones, sont des personnes qui naissent propriété d'autres personnes et qui sont susceptibles d'être vendues, d'être gagées, d'être louées, d'être cédées, qui travaillent sans repos, sans salaire, sans soins, et qui souvent n'ont pas de pièces d'état civil ou leurs pièces d'état civil sont entre les mains de leurs maîtres, confisquées, et ils peuvent les utiliser seulement au moment de voter pour leur maître à l'occasion des votes électoraux. Nous pensons qu'il faut il faut qu'on relance la lutte contre l'esclavage, que ça soit une lutte de masse, que tous les Mauritaniens s'approprient le devoir de la lutte contre l'esclavage pour ramener 1/5 de la population mauritanienne à l'humanité, car il est exclu de l'humanité à cause de la connivence entre le pouvoir et les groupes esclavagistes, les féodaux, les féodalités dans le pays. Je pense que c'est quelque chose de crucial et c'est quelque chose d'urgent et c'est à ce prix que nous allons préparer notre pays à un vrai changement.
quand on amène tous ces esclaves à être dotés de pièces d'identité, à être libres et à pouvoir voter librement et jouir pleinement de la citoyenneté. Il y a les 2 poids, 2 mesures. Il y a, vous savez que les officiers de police judiciaire, les juges et les officiers de commandement qui sont les préfets, les gouverneurs, les chefs d'arrondissement, et les officiers de tous les corps, civils et militaires, ils ont une consigne, c'est de cacher l'esclavage, c'est de narguer la communauté internationale, le droit international. Et les dirigeants des institutions prétendument indépendantes des droits de l'homme que je viens de citer tout à l'heure sont utilisés comme de faux témoins à envoyer devant les institutions internationales pour parler d'une situation où la Mauritanie est vide de crimes d'esclavage, alors que c'est totalement contraire à la réalité que vivent les Mauritaniens sur place. La situation des discriminations, c'est que maintenant les tribunaux de l'esclavage en Mauritanie, qui existent depuis plusieurs années, ils ne rendent des jugements que contre les Soninké, contre les négro-mauritaniens. Oui, à juste titre, de rendre appliquer la loi contre l'esclavage en milieu soninké, qui est un esclavage coutumier, mais qui doit être réprimé, qui doit être bel et bien réprimé. Mais chez la communauté arabo-berbère, l'esclavage est coutumier, mais aussi c'est un esclavage matériel, pratique, qui prive les gens de tous les attributs de la liberté. Les personnes sont propriétaires d'autres personnes. Les femmes esclaves sont violées, les filles, les fillettes sont violées en toute impunité. Elles sont maltraitées, elles travaillent sans repos, elles travaillent sans salaire. Ils subissent des châtiments corporels. Et tout cela dans l'impunité. Donc, il y a une justice communautaire en Mauritanie. Nous appelons à beaucoup plus de rigueur de la justice contre les esclavagistes en milieu soninké et poulard, mais on appelle à la fin de l'impunité des crimes de l'esclavage en milieu de mort. Et les crimes d'esclavage en milieu mort sont totalement impunis jusqu'à maintenant. Voilà. Monsieur le Président, vous entendre parler, vous direz que des juges et aussi des juges, des imams qui protègent l'esclavage. Mais comment ce système, sans provoquer un rejet massif des élites traditionnelles, comment vous allez vraiment mettre en avant cela? Bon, nous sommes pour la lutte implacable contre tous les leviers du système social qui veulent continuer à prospérer sur l'esclavage et la prédation des droits et la suppression de la citoyenneté d'individus en s'appuyant sur l'infériorité des races ou sur la naissance. C'est pourquoi je pense que la République doit être debout et je pense que l'état de droit doit être effectif. Et pour ceci, il faut payer le prix, il faut croiser le fer avec les tenants de la justice, les tenants de l'ordre hors la loi, qui est l'ordre féodal et esclavagiste. Monsieur le Président, on va revenir encore par rapport à votre rapprochement temporel avec le président Ghazouani, qui vous a valu des critiques de votre face. Était-ce une stratégie tactique ou une réévaluation de vos positions? Bon, non, je pense que ma stratégie que j'avais inaugurée il y a de cela belle lurette, avec le président Ghazouani lors de son arrivée au pouvoir en 2019. Je pense que c'est une stratégie politique très positive et très pertinente, en ce sens que notre accord était s'articuler autour des demandes pressantes des milieux militants
en Mauritanie qui voudrait instaurer un état de droit et instaurer un système de liberté démocratique qui pourrait provoquer le changement en donnant essor aux libertés d'action politique, de rassemblement politique, aux libertés de manifestation, liberté d'expression, et surtout en donnant, pouvait donner essor à l'égalité devant la loi et devant la compétition électorale, devant aussi le droit au travail, le droit à la fonction au sein de l'État et le droit aussi à la postulation au marché de l'État. Mon accord en 2019-2020 avec le président Ghazouani avait d'abord comme point saillant rejeté la loi sur les associations qui était une loi antidémocratique, qui était la loi du récépissé que le ministère de l'Intérieur pouvait donner ou refuser à sa guise. Donc il y avait des organisations non reconnues, des organisations interdites et des organisations préférées selon leur docilité qui était acceptée et qui était légalisée, qui était reconnue. On voulait mettre fin à ce système discriminatoire et arbitraire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est amener aussi les partis politiques, voilà, à être sous le régime du système déclaratif. La personne, le groupe de personnes déclare, parce qu'il y avait beaucoup de partis interdits. Et la démocratie était une démocratie taillée sur la mesure du pouvoir et des partis qui lui conviennent et qui le soutiennent. On voulait mettre fin à ceci. On voulait aussi mettre fin à l'arbitraire de la nationalité unique. On voulait aussi mettre fin à travers cet accord avec le président Ghazouani en 2019-2020. On voulait mettre tous les Mauritaniens sur le même pied d'égalité devant les concours de l'État. Le recrutement dans les différents corps de l'État, avant cet accord, c'était seulement les gens du pouvoir qu'on recrutait. Quelqu'un qui fait partie des familles de l'opposition ou des gens de l'opposition n'était pas accepté, ne pouvait pas être recruté dans les différents corps de l'État. Bon, ça, c'est une injustice flagrante qu'on voulait corriger. Ça aussi, ça faisait partie des clauses de cet accord. Dans les clauses de cet accord, il y avait aussi les nominations. Depuis que les gens le président Ghazouani et Aziz ont pris le pouvoir, ils promettent au sein de l'administration les gens qui militent au sein de leur parti, le parti au pouvoir. Mais moi, dans cet accord que moi j'ai eu avec le président Ghazouani, on pouvait recruter les gens qui étaient dans l'opposition, mais les gens aussi qui étaient dans le pouvoir. Donc, on a rétabli aussi. Donc, il y avait aussi, dans cet accord, il y a la clause sur la CENI, une CENI indépendante, et il y a le recensement qui devait se généraliser, le découpage électoral qui devait être équitable pour que vous, ici, les Européens, vous pouvez avoir des bureaux en Hollande, en Belgique, dans toutes les villes de France, des bureaux en Espagne, dans toutes les villes d'Espagne, des bureaux en Allemagne, et ainsi de suite, en Amérique, au Sénégal. C'était ça, l'esprit de l'accord. L'esprit de l'accord aussi était, avait parmi les clauses aussi, c'était un conseil constitutionnel qui soit consensuel. Ce n'est pas comme le conseil constitutionnel d'antan et d'aujourd'hui, où ce sont les membres du parti au pouvoir qui siègent et qui obéissent au droit et au chef de l'État, qui les a nommés. Il y avait beaucoup de réformes importantes qui devraient régler les problèmes de beaucoup de doléances derrière lesquelles l'opposition continue à courir jusqu'à maintenant. Mais lorsque moi j'ai fait cet accord
avec le président Ghazouani, il y a eu des attaques qui ont fusé partout, des attaques qui ont fusé du camp du pouvoir parce qu'ils sentaient le danger. Quand toutes ces réformes sont appliquées, le pouvoir va vaciller. Le pouvoir va céder. Et nous allons battre l'opposition, va battre le pouvoir sur un terrain de lutte démocratique neutre et transparent, équitable. Mais aussi, une certaine opposition, bon, elle s'est emballée, bien qu'elle n'a pas, elle s'est emballée du côté des gens dans le pouvoir qui veulent faire échouer l'accord, et finalement, ils ont réussi à le faire échouer. Mais depuis qu'ils ont réussi à le faire échouer, l'opposition n'a rien eu, quand même, de ce que moi, je devrais avoir à travers ces accords. Voilà. Monsieur le Président, je vais rentrer sur le volet politique. On a vu depuis que vous êtes entré en politique, on peut voir que nettement, vos scores sont en train d'augmenter, de passer de 8% à 22% en 2024. La progression est due au travail que nous menons au sein des différentes franges de la population mauritanienne. Je pense que c'est dû à l'équidistance que nous avons pu mettre entre les différentes franges de la population mauritanienne. Notre engagement s'adresse à tous les Mauritaniens, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur communauté au sein des populations mauritaniennes. Je pense aussi que notre programme est beaucoup plus convaincant parce que c'est un programme qui est lié aux préoccupations des populations. Je pense aussi qu'en plus du programme politique et du discours, notre présence physique au sein de tous les villages, de toutes les villes, au sein de l'étranger même, sur les différents continents là où se trouve la diaspora mauritanienne, nous sommes aussi présents, disponibles. Et je pense aussi que le pouvoir lui-même a été obligé de choisir son adversaire, qui est notre courant politique. Pourquoi? Parce que le pouvoir, bien qu'il a essayé, et il essaye toujours, avec de pseudo-opposants, de faire ombrage à notre Coran et à la personne de Bira, qui est le dirigeant du Coran, de ce Coran, en essayant de distiller de fausses informations, en essayant le dénigrement de manière directe ou indirecte. Mais ce pouvoir s'est toujours trouvé pris dans son propre jeu, parce que ce pouvoir, dans toutes ces versions, qu'elle soit la version Aziz ou la version Ghazouani, ce pouvoir mène un effort visible et colossal pour abattre le courant de RAG, ou le courant de l'opposition anti-système, ou le courant de IRA Mauritanie, le courant des droits de l'homme que nous représentons. L'inimité viscérale que ce pouvoir nous voue à travers ses manigances, l'inimité quotidienne et ses plans qui nous visent quotidiennement, ceci a mis les populations au baume de la réalité. Pourquoi le pouvoir s'attaque à ces gens et à ces gens seulement? Parce que le pouvoir sent que ce sont ces gens qui sont ses adversaires. Moi, je pense que c'est ce qui a amené les populations, l'action menée quotidiennement par le pouvoir contre nous, et cette action sensibilise la communauté des Mauritaniens à nous soutenir contre ce pouvoir qui leur a fait mal et continue à leur faire mal. Monsieur le Président, j'ai deux dernières questions. Vous m'excusez, peut-être que je vais vous poser la parole. C'est un pays qui a beaucoup de ressources. Aujourd'hui, par rapport à l'exploitation du pétrole qui a commencé au Sénégal, où il y a des écoles aujourd'hui, c'est un vent nouveau, on a vu l'exploitation. On n'entend pas les députés se prononcer. Est-ce que c'est le fait que l'économie mauritanienne est stable? Bon, non, la Mauritanie est un pays qui est qui a atteint un degré où le danger est très grand. La Mauritanie est menacée. D'ailleurs, c'est un pays en panne. C'est une gouvernance en panne. Et c'est un pays en régression. Je pense que la pauvreté bat son plein.
la déliquescence et le délabrement des services sociaux, que ce soit la santé, l'éducation, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'énergie, l'électricité, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit vraiment l'agriculture, que ce soit la pêche. Le chômage fait des ravages en Mauritanie. Les maladies de tout genre, la délinquance, l'insécurité. Et vous savez, et vous l'avez vu, vous l'avez constaté, euh, la Mauritanie se vide de sa jeunesse en allant à la conquête de chances, de nouvelles chances dans le monde. Bon, il y a plusieurs concours de phénomènes dus à la faillite de l'État, à la faillite de la gouvernance, qui ont amené la Mauritanie à être dans un stade critique, Mais parmi les grands mots, c'est la gabégie. Le détournement des deniers publics, l'impunité dans le pillage des richesses du pays, le pillage des deniers publics, le détournement de l'argent public, de l'argent du contribuable mauritanien. Et comme vous le savez, ceux qui nous dirigent, ils nous dirigent depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, il y a eu l'essor de la gabégie et le déniement total et l'assèchement de toute réalisation digne de son nom. Mais malgré tout, ce sont les mêmes gens qui ont volé, qui ont pillé, qui ont détourné. Ce sont les mêmes gabégistes que l'État recycle. Bon, comment on utilise les gabégistes pour soigner la gabégie? C'est pourquoi la Mauritanie est sombre encore, continue à sombrer. Nous pensons que le gaz ne pourra rien faire, bien que la Mauritanie maintenant est le 11e producteur de gaz dans le monde, avec l'inauguration de ces 2 500 000 tonnes de gaz qui vont être exportés annuellement par la Mauritanie. La manne financière ne va profiter qu'aux gabégistes. Parce que là où passait la manne financière des mines, de l'or, du fer, là où sont passées les mannes financières de la pêche et des différents crédits ou dons à travers les institutions internationales, la Mauritanie est très endettée. Les générations futures sont déjà très endettées avant même leur naissance. Mais ces dettes ont été utilisées dans la gabégie, vraiment par les élites qui nous dirigent actuellement et que les militaires nous imposent. Voilà, depuis 1970. Je tenais par cette dernière de votre mouvement, son cible de traque, d'arrestation, de violence policière. Aujourd'hui, on n'entend pas la Commission nationale des droits de l'homme se prononcer par rapport à ces tortures-là, mais aussi par rapport aux viols qui sont perpétrés au quotidien à des femmes qui sont des innocentes. On n'entend pas vraiment l'État faire un mécanisme afin d'éradiquer. Et il y avait une loi qu'on avait portée, c'est la loi de karma sur la violence et le statut de la femme qui est un peu dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Quelle est son évolution? Est-ce que les députés comptent réouvrir ou bien dépoussiérer cette loi-là afin de protéger ces femmes-là qui sont vulnérables? Bon, les députés il n'y a pas en vérité, ce ne sont pas des députés. Je ne parle pas de tous les députés, mais quand même de la majorité écrasante des députés qui ont issus du parti au pouvoir et des partillons qui sont dans son sillage. Ce ne sont pas des gens qui sont issus du suffrage du peuple, ce ne sont pas des gens qui sont élus, la majorité écrasante des députés qui sont affiliés au pouvoir et à ce qu'il appelle la majorité présidentielle, ce sont des personnes qui n'ont pas de rapport avec le peuple et qui n'ont pas de position en faveur du peuple et qui n'ont pas le suffrage du peuple, mais ils sont issus de mascarades
électorales qui sont d'une grossièreté inégalée. De sens, ce sont des gens qui sont nommés à travers leur docilité au pouvoir en place et à travers le fait qu'ils sont des actionnaires dans le système gabégiste qui fait même bas, c'est la Mauritanie, et qui la suce. Bon, là, ils sont des députés, mais ils sont là pour entériner toutes les lois qui sont issues, et qui émanent du pouvoir, et qui sont là pour faire leurs témoignages pour le pouvoir, et qui sont là pour recevoir des dividendes de leur engagement en faveur du pouvoir et du système. Donc, c'est pourquoi le peuple n'a pas de représentants dans le peuple, sauf l'infime minorité des députés halal, qui sont vraiment issus du suffrage populaire et des milieux populaires. Et ces députés sont minoritaires, ne peuvent pas influer le cours des lois et du vote dans l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement au profit du pouvoir en place. Donc la loi sur la femme et la fille, c'est le droit des femmes, cette loi ne verra pas le jour tant que le pouvoir est allié des groupes obscurantistes qui refusent totalement tout droit à la femme, pour la femme en Mauritanie. Je pense que, comme je l'ai dit auparavant, les organisations, les institutions des droits de l'homme qui sont censées être indépendantes sont des chasses gardées du système à la tête desquelles il place des personnes qui lui sont fidèles et qui sont là pour faire des témoignages contre les défenseurs des droits de l'homme, mais en faveur du pouvoir qui est prédateur des droits. Bonjour. Mon discours pour la chaîne Sonoté, mais également à TV Touba. Il s'est passé un rapprochement entre le Sénégal et la Mauritanie ces derniers mois, justement avec la découverte et l'exploitation de GTA. Quelques jours plus tard, on aperçoit que le Sénégalais, quelques politiciens sénégalais, se fâchent et s'interrogent de plus en plus sur les relations qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie, de suite au renvoi de plusieurs jeunes Africains résidant en Mauritanie soupçonnés de vouloir traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Que vous inspire en fait cette démarche de l'État mauritanien pour renvoyer ces jeunes Africains chez eux, et parfois même dans le pays qui ne sont pas les leurs? Surtout, on parle ici de plusieurs jeunes Maliens qui ont été renvoyés, refoulés au Sénégal. Et que vous inspire un peu cette démarche de la Mauritanie par rapport à cette question d'intégration et d'identité africaine dont elle a signé quand même des engagements pour ne pas les respecter? Ce que je peux conseiller au gouvernement mauritanien, c'est de faire preuve de moins de négrophobie. De faire preuve de moins de négrophobie contre nos compatriotes, nos concitoyens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique subsaharienne. Je considère que au cours de ces derniers jours, l'élection de la présidence de la BAD a démontré que la Mauritanie fait partie du monde africain, fait partie de l'Afrique noire, a besoin de l'Afrique noire. Et ceci sans la destituer de sa place légitime au sein du monde arabe. Je pense que là, c'est une richesse de laquelle la Mauritanie ne doit pas se départir. Je pense que le gouvernement mauritanien joue avec le feu quand il met en difficulté ses relations avec les populations de l'Afrique subsaharienne. Que ce soit les Maliens, les Gambiens, les Guinéens des différentes Guinées, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Congo, l'Angola, et j'en passe.
je pense que tous ces pays sont des pays qui contiennent une diaspora mauritanienne qui travaille, qui fait des richesses et qui nourrit des familles en Mauritanie. Et leur apport dans l'économie du pays et dans le bien-être en Mauritanie, dans la concentration des richesses en Mauritanie n'est pas moindre. Et je pense que la Mauritanie gagnerait beaucoup à avoir plus de bonne publicité au sein de ces pays. C'est pourquoi je ne suis pas avec la manière xénophobe, la manière brutale par laquelle les autorités policières et militaires mauritaniennes traitent ceux qui atterrissent sur notre territoire parmi les Africains noirs. Je ne suis pas pour le fait que la Mauritanie représenterait un gendarme pour l'Union européenne. Je ne suis pas pour que le gouvernement mauritanien déplace les frontières de la Mauritanie, les frontières de l'Union européenne, là-bas à Nouadhibou et à Nouakchott, pour essayer de jouer le gendarme. Et je suis pour les bonnes relations entre la Mauritanie et ses voisins, de tous ses voisins, notamment le Sénégal. Et je pense que la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal dans le domaine du pétrole, dans le domaine du gaz et d'autres domaines, c'est quelque chose de bienvenu et c'est quelque chose d'encouragé. C'est quelque chose à encourager. Voilà. Vous avez parlé de repousser les frontières de l'Union européenne vers la Mauritanie. Est-ce que vous pensez que la Mauritanie, elle est financée ou elle est propulsée par l'Union européenne pour empêcher... Oui, je pense que c'est l'appât du gain qui a motivé le pouvoir du général Ghazouani et ceux qui sont avec lui à empocher une subvention de l'Union européenne de 200 millions d'euros. C'est ce qui les a motivés à user de tous les moyens pour montrer une certaine rigidité, une certaine férocité à traiter les concitoyens des pays d'Afrique subsaharienne qui viennent en Mauritanie et qui viennent souvent pour opérer un départ vers l'Europe à travers les côtes mauritaniennes. Je pense que cette situation d'importer les problèmes de l'Europe à la frontière de la Mauritanie et de faire de ces problèmes une pomme de discorde entre nous et nos voisins du sud de l'Afrique, du Sub-Sahara, je pense que c'est une très mauvaise politique. Alors, vous, en tant que président de la République mauritanienne, comment vous gérez ce genre de situation, ce genre de problème? Bon, je dirais que c'est à l'Union européenne de garder ses propres frontières, avec ses propres moyens. Je coopérerai sans hésiter avec l'Union européenne pour qu'elle, dans le domaine de l'entraînement, pour nos gardes-frontières, pour empêcher éventuellement des bateaux de fortune d'aller à la mer, de partir à l'aventure de la mer, avec tout ce qu'elle comporte comme risque de mort pour des dizaines de jeunes Africains. Ça, nous nous porterons volontiers avec tout le matériel de secours, le matériel de surveillance, le matériel d'observation qui pourra nous permettre de limiter les risques, de limiter les morts, de limiter la perdition des barques en haute mer, mais ça doit s'arrêter là. Le reste, c'est consigner consigner vraiment les nationalités de chaque migrant qui se trouve sur notre territoire
et de le ramener en son pays de manière respectable et humanitaire, s'il y a le cas de le faire, s'il y a le cas de lui donner les papiers, de lui donner les papiers en toute dignité. Mais le reste, c'est une politique que je dénonce vivement et que je considère être une politique qui met en danger nos concitoyens mauritaniens qui se trouvent dans les pays subsahariens, de l'Afrique subsaharienne, et qui entache notre image au sein de l'Afrique. Dernière question juste sur l'économie. Récemment, nous avons entendu que plusieurs pays se battaient, notamment le Maroc, le Sénégal, et aujourd'hui, le Togo, je pense, qui se battent pour fournir, être le port d'entrée pour les pays de l'AES, mais on n'a pas entendu la Mauritanie. Est-ce que vous pensez que c'est un problème stratégique, c'est une erreur stratégique, où la Mauritanie ne devait pas tout simplement faire en sorte de nouer des relations avec les pays de l'AES? Oui, la Mauritanie est un pays très mal dirigé. Et vous savez, les pays de l'AES, comme tous les pays du monde, toutes les institutions du monde, tous les investisseurs du monde, ont peur de traiter avec la Mauritanie parce qu'il n'y a pas de droit en Mauritanie. En cas de litige judiciaire entre deux parties qui sont liés par un contrat, les investisseurs se trouvent en danger certain quand ils sont en Mauritanie, parce que la loi ne se prononce pas, le droit ne se prononce pas. Et ceci est dû à l'assèchement des investissements et des investisseurs dans l'espace économique de la Mauritanie, bien que la Mauritanie est un pays qui a de très grandes potentialités. Donc ça fait partie des grands maux et des grands tares de ce système que nous dirigeons. Merci beaucoup. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président Miram Dalabeid. Donc, je vais revenir sur la question que mon collègue a posée, alias, quelles sont les raisons, pour quelles raisons avez-vous participé ou pas, c'est la question, au dialogue politique initié par l'autorité mauritanienne? Participer ou pas? Oui, parce qu'on on a entendu que vous étiez invité, vous étiez allé, mais le message est mitigé. Donc, on voudrait que vous reveniez sur ces éléments-là. Bon, le président Ghazouani m'a invité à un ftour, un dîner, avec toutes, dit-il, les partis, les dirigeants de l'opposition et des partis du pouvoir en Mauritanie. Et chacun se rappelle que moi, je ne suis pas venu. Parce que moi, je ne suis pas dans les dialogues taillés sur mesure pour asseoir de fausses vérités en faveur du pouvoir. Un pouvoir qui est illégitime. Ghazouani n'est pas un président élu. C'est un putschiste du début à la fin. Il est adepte du putschiste qui est Ma'awiya Ahmed al-Taïeb. Lui et son ami, son frère, Mohamed Abdelaziz, ont vécu dans le sillage de Ma'awiya Ahmed al-Taïeb jusqu'à ce qu'ils l'ont renversé en 2005. Après, ils ont fondé leur propre pouvoir de manière directe ou indirecte. Indirecte à travers Eli Ould Mohamed Fall, indirecte à travers Sidi Cheikh Abdallahi. Depuis qu'ils ont fomenté le coup d'État contre Sidi, les deux Mohamed eux-mêmes se sont installés au pouvoir depuis 2008. Et jusqu'à maintenant, ils sont au sein de ce pouvoir. Et les différentes élections présidentielles qui ont eu lieu, ils n'ont jamais accepté l'arbitrage des urnes. Ils ont opté pour les coups d'État électoraux. Ils ont opté pour la répression du peuple. Ils ont opté pour retirer la voix au peuple, refuser
la voix, le choix est du peuple. Et voilà tous les dispositifs qu'il avait mis en place. L'interdiction des partis politiques d'opposition. Depuis que les deux Mohamed ont orchestré le coup d'État en 2005, en 2008, ils n'ont jamais autorisé un parti politique de l'opposition. Ils n'ont autorisé que les partis de la majorité, que les partis qui leur sont fidèles. Même au sein du parti RAG, notre parti, ils ont retiré 2 gars pour leur donner les partis. Ils ont donné le parti des générations qui est maintenant dissous et le parti FRUD. Ces gens, ils les ont retirés de nous pour leur donner des partis. Donc, ils n'ont jamais accepté de laisser aux populations, à la classe politique mauritanienne de choisir ses partis. Il n'y a pas de partis d'opposition qui ont vécu légalement depuis que les deux Mohamed ou Abdelaziz ou Qazouani ont fomenté le coup d'État en 2008. Et jusqu'à maintenant, ils sont dans ce registre. Donc pourquoi moi je les reconnais? Je ne les ai jamais reconnus. Même dans le temps fort de mon accord avec Qazouani pour régler ce problème, justement, de la confiscation de la démocratie, à travers des réformes que je visais, à travers les accords que j'ai faits, même au sein de cette période, je n'ai pas reconnu la légitimité d'Aqazouani. Je ne l'ai jamais reconnu. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu son élection en 2019. Je n'ai pas reconnu son élection en 2024. Et il m'a appelé, on s'est rencontrés, après consultation avec l'opposition anti-système que je dirige, les différents partis qui m'ont soutenu à l'élection présidentielle dernière. Et lors de mes discussions avec lui, j'ai vu que c'est un jeu. Ils veulent emballer les gens, ils veulent les mener en bateau, mais ils ne veulent rien céder. Si leur position initiale, c'est refuser la démocratie et continuer à travailler avec une démocratie contrôlée. Contrôlée à travers ses médias. Aucun opposant ne peut apparaître dans les médias publics jusqu'à maintenant. Et les médias qui étaient privés sont maintenant confisqués. Qui étaient privés sous Aziz sont confisqués sous Qazouani. Et il y a combien de morts depuis l'arrivée de Qazouani au pouvoir? Celui qui suit Maawiya parmi le nombre de morts, d'opposants qu'il a tués, de vies humaines qu'il a supprimées, c'est Qazouani. Il faut compter. Il faut compter. Du jeune Omar Sow ou Omar Dia pendant le Covid, qui a été assassiné aux confins de Bogué, au bord du fleuve. Comment est son nom? Omar Gueye. Non, c'est pas Omar. Depuis celui-là, jusqu'au jeune de Kaïdi, en passant par Omar Gueye, par Soyoul Hussein, par Mohamed. Bon, il a supprimé 12 vies. Il a supprimé 12 vies. Dans l'impunité totale. Il n'y a pas aucune enquête qui a été acceptée, aucune autopsie n'a été acceptée. Le droit n'a pas été dit. Il verrouille le droit. Les partis politiques sont interdits. La gabégie ambiante. On nomme les gabégistes. Les crimes, l'impunité des crimes. Les derniers crimes. Ramatoulaye Awad Traoré, qui a été violé, assassiné. Le communiqué des services de compétences de Qazouani, chargé de la police, c'est un communiqué très insultant. Il traite la victime qui est déjà morte de tous les noms, toutes les accusations. Bon, moi, j'avais déjà dit, je l'ai répété et je le répète ici, que moi, je ne marche pas dans ce dialogue
dont les résultats sont connus d'avance. Il faut d'abord donner les partis politiques. Il faut libérer les partis politiques. Il faut laisser les Mauritaniens faire leurs partis politiques. Il faut donner la citoyenneté aux Mauritaniens à qui on refuse le droit de vote. Les Mauritaniens à qui on refuse les papiers d'état civil. Presque le tiers des Mauritaniens n'ont pas de papiers d'état civil. C'est l'État qui refuse de leur donner des papiers d'état civil. Parce que l'État catalogue ses citoyens. Voilà les Noirs, voilà les Haratim, ce sont de potentiels opposants. On ne leur donne pas de papiers. Moi, je ne marche pas avec ça. C'est pourquoi je ne suis pas dans ce dialogue. Ce dialogue, c'est une capitulation pour les personnes qui prétendent s'opposer. Bon, capituler, il y a déjà tous les partis qui acceptent. Tous les partis d'opposition acceptent. Tous les anciens candidats à l'élection présidentielle, disent-ils, acceptent. Donc, ils n'ont qu'à aller avec ces gens. Ils n'ont qu'à faire leur dialogue avec ces gens. Moi, je ne fais pas partie. Il faut que d'abord, l'État, le gouvernement, le pouvoir respecte le peuple. Respecte les opposants. Accepte de nous traiter en tant qu'opposants. Accepte de traiter toutes les franges des populations mauritaniennes un traitement au même pied d'égalité. Mais moi, je ne suis pas dans ce dialogue, jusqu'à preuve du contraire. Votre faible présence sur le terrain. Faible présence pour le terrain, pour moi, pour nous, ça c'est grave. Mais ça c'est grave. Par rapport à jadis. Non, par rapport aux dernières élections. C'est vrai que depuis les dernières élections présidentielles, je n'ai pas fait de tournée. Voilà. Mais quand même... Expliquez-nous, peut-être qu'il y a autre chose en Mauritanie, parce qu'on sait que... Oui, je vais vous dire. Monsieur le Président, durant les dernières élections, vous avez été réprimandé. Les personnes, vous n'arrivez pas à aller dans le Guidimara ou même dans le Golgol. Ou même... Non, expliquez. je suis allé dans le Gorgol. Expliquez-nous. Non. Je suis bel et bien allé dans le Gorgol, bien que escorté. On parle de ces derniers mois. Hein. Je ne parle pas en ce moment. J'ai dit que depuis la crise électorale présidentielle, j'ai décidé d'aller dans le Gorgol. J'y suis allé. Et j'étais parti sous une très grande escorte d'une armée de gendarmes, de policiers et de gardes, mes amis et moi, mes camarades et moi. Mais ça ne nous a pas intimidés. Je suis entré dans l'hôpital de Kaedi lorsque les envoyés du pouvoir, les gardes chournes ou les chiens de garde du pouvoir, parmi les personnalités, disent-ils, de Kaedi, sont venus pour retirer les 7 jeunes tués par la police politique à Kaedi, les retirer de la morgue pour les enterrer, pour obliger leurs parents à les enterrer avant l'autopsie. Moi, j'étais entré là-bas, entouré par des dizaines de militaires en armes. Et j'ai fait mon discours. J'ai dénoncé la situation. J'ai dénoncé le forfait. J'ai appelé les populations de Kaedi à résister, à refuser d'enterrer leurs morts dans l'humiliation, dans le non-droit. Et j'ai passé la nuit là-bas en soutenant ces familles. Malheureusement, lorsque je suis parti dormir, me reposer à l'hôtel, les envoyés du pouvoir ont embobiné les familles et les ont obligés à enterrer leurs morts. Nos morts, ce sont les morts de tous les Mauritaniens. Voilà
Personne ne peut me réprimander. Les gens peuvent m'emprisonner, peuvent même me tuer, mais ils ne peuvent pas me réprimander. J'ai dépassé le stade de la réprimande. Et je considère que les morts de Kaïdi et l'impunité qui caractérise leur cas, ceci encore nous oblige davantage à refuser ce dialogue tant que leur cas n'a pas été pris en compte. Et je l'ai dit au président Bazouani lorsque je l'ai rencontré la dernière fois, lorsqu'il me demandait de participer au dialogue. Je lui ai dit non. Vas-y à la rencontre des familles des morts de Kaïdi. Rencontre-les, parle-leur et enclenche une procédure judiciaire qui éclaircit le cas de leur disparition. Et je lui ai dit, ceci est primordial que le dialogue. Donc, on n'a pas encore décidé de faire des tournées depuis la fin des présidentielles. Mais quel est ton village à toi, Moumi? Gouinit. Gouinit. Combien de fois moi je suis venu à Gouinit? Je connais. Non, je pense pas. Vous êtes allé à Tachot. Je suis venu plus de 7 fois à Gouinit. Et j'ai passé la nuit à Gouinit. C'est M. Diarra, mon correspondant, et le représentant de IRA. Il n'y a pas un village en Mauritanie où je ne suis pas venu. Au moins une fois. Donc, il n'y a pas un homme politique en Mauritanie qui peut me concurrencer dans ce domaine. Même le pouvoir qui a des relais administratifs, comme les gouverneurs et les préfets. On va aller dans le volet des femmes, au niveau du féminicide qui a eu lieu le 30 mai 2025. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? La situation de Madame Awa Traoré, âgée de 18 ans, mère d'un petit enfant d'1 an, qui a été assassiné. Ma lecture est que, comme vous le savez tous, l'État mauritanien est un État qui, sous la présidence des deux Mohamed Al-Abdelaziz et Mohamed Al-Qazouani, depuis leur coup d'État en 2008, ils sont entrés dans une entente secrète, mais tacite, avec les mouvements extrémistes violents, djihadistes. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont changé beaucoup de lois en Mauritanie en faveur du djihadisme. Donc beaucoup de lois que prône le mouvement islamiste violent dans le monde, ces lois ont été appliquées en Mauritanie, ont été votées, ont été prises en compte en Mauritanie, et c'est pourquoi il y a une paix, une entente, une paix assez effective entre le pouvoir mauritanien des deux Mohamed et ces mouvements djihad. Donc dans ces lois, il y a le refus du droit à la femme. C'est pourquoi la loi sur les droits de la femme et de la fille, elle dort dans les tiroirs du Parlement mauritanien depuis plusieurs années. Et le gouvernement mauritanien n'ose pas donner l'ordre à ses députés de faire voter cette loi à cause de l'accord tacite entre lui et les mouvements extrémistes violents. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que la femme en Mauritanie, quand elle est noire, au Haratin, les crimes contre elle ne sont pas pris en compte par les autorités sécuritaires, policières et judiciaires en Mauritanie. La preuve, vous pouvez mesurer la réaction des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics mauritaniens à l'agression sexuelle qu'a subie Lalla les mois passés, et le féminicide même qui est au-delà de l'agression sexuelle qu'a subi Awa Traoré il y a quelques jours. Même
le communiqué de la police était un communiqué très insultant pour cette victime. Donc, je considère que la justice et la police mauritanienne personnifient la discrimination raciale, notamment entre les victimes des féminicides et des viols. Personnifie la discrimination raciale contre les femmes mauritaniennes, la police et la justice mauritanienne, à travers leurs communiqués et leur comportement vis-à-vis des différents crimes. Voilà. Monsieur le Président, Biram Dahbel, que faudra-t-il mettre en place pour mieux protéger les femmes et prévenir ces crimes? Il faudra mettre... Je pense que c'est clair qu'il y a des lois qui sont dans tous les pays démocratiques. Des lois en Amérique, des lois au Canada, des lois en Belgique, des lois ici, en France, qui protègent les femmes et les filles. Ce n'est pas difficile d'avoir ces lois. Ce n'est pas difficile de voir ces procédés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la volonté. Et il n'y a aucune volonté au sein du pouvoir actuel mauritanien d'avoir une justice digne de son nom, mais surtout une justice en faveur des femmes. Voilà. Je vous remercie. Le niveau continental ou sur le plan international? Oui, je le répète et je le dis, toute personne digne de sens, d'où qu'elle vienne de par le monde, quand elle atterrit en Mauritanie, elle va observer et voir qu'il y a un apartheid arabo-musulman installé effectivement en Mauritanie. Je pense que la discrimination, c'est une discrimination d'État. Je pense que les Mauritaniens eux-mêmes, la population mauritanienne arabo-berbère, ne saurait profiter et ne profite pas d'ailleurs de cette discrimination qui est assourdissante et qui est très violente contre les Mauritaniens noirs, qu'ils soient locuteurs du Hassania ou des autres langues autochtones africaines qui sont parlées en Mauritanie. Que ce soit le Bambara, le Wolof, le Soninké, le Polar. Et la langue même berbère, elle est stigmatisée, rejetée, elle est même interdite par des clauses sociales, officielles, non écrites. Ça peut souligner la profondeur de la discrimination et le pouvoir des militaires depuis 1978 a voulu se légitimer juste après le coup d'État. Et il n'y a pas moyen d'être légitime pour ce pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un chef, il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un chef comme Abdoulaye Wade, il n'y a pas un chef comme Mokhtar Dada, il n'y a pas un chef comme Kwame Nkrumah, il n'y a pas un chef comme Habib Bourguiba, qui a été porteur d'un projet pour lequel il a milité, pour lequel il a agi et qu'il a fait aboutir. Et ce projet est une source de légitimité à travers tout le parcours, souvent difficile. Ils n'ont pas, les chefs des militaires n'ont pas cette qualité. Non plus, ils n'ont pas cette qualité de groupe. Comme le groupe des 8 membres de la Toussaint Bembala et les autres, qui ont eu une légitimité collective à travers leur action collective et coordonnée
contre le système colonial français en Algérie. Donc ces gens viennent du néant. Ils viennent de leur propre ambition et viennent même de leur lâcheté en fuyant la guerre, dit Sahara. Bon, je n'ai pas forcément la position du président Mokhtar Ould-Daddah sur la guerre du Sahara. Mais eux, en tant que militaires, ils ont trahi leur serment. Et comme on dit dans les termes arabes coraniques, وَلَّوْ الدُّبُرْ وَلَّوْ يَوْمَ الزَّحْفِ. Bon, ils ont quitté sans éloge. Ils ont quitté le terrain de la guerre pour aller prendre le pouvoir. Je viens. Ils ont pris le pouvoir et ils ont voulu se forger une légitimité qui n'existe pas. Pour atteindre cette légitimité, ils ont créé des antécédents raciaux entre les populations mauritaniennes. Ils ont utilisé le racisme comme mode de légitimation. Voilà, vous les Arabes, vous êtes menacés par les Peuls, par les Négro-Mauritaniens, et maintenant ils disent vous êtes menacés par les Haratin, et voilà, les menaces suivent de partout, vous devez vous défendre, et nous, c'est nous le pouvoir qui vous défend. Et à travers ces mots d'ordre, d'appel à la haine, ils ont pu mobiliser les uns contre les autres. Et ça a été un terrain de division sur lequel eux, ils prospèrent pour légitimer, asseoir leur pouvoir. C'est à travers cet engrenage que le racisme et la discrimination s'est installé en Mauritanie et s'est enraciné. Alors comment peut-on comprendre que de 70 ans après les indépendances des anciennes colonies occidentales, qu'il y ait une poche d'apartheid qui puisse subsister au vu et au su de tout le monde, qu'il n'y ait pas de réaction internationale. Je n'ai jamais vu de condamnation de l'Union africaine, je n'ai jamais vu de condamnation des organisations sous-régionales de ce qui se passe à l'égard. Mais cette passivité de la communauté noire mauritanienne qui est de loin supérieure à la communauté arabo-berbère. Comment justifier ça? Bon, la source de cette passivité de la communauté d'abord africaine, la source de la passivité de la communauté internationale, elle vient de la passivité de la communauté africaine. Et la source de la passivité de la communauté africaine à propos de ce forfait, c'est l'idée mère de la communauté de l'OIA et l'idée mère des luttes anti-esclavagistes et africanistes dans la diaspora, dans les Amériques et en Europe. Au début, les fondateurs de ces mouvements, que ce soit l'Union africaine ou les mouvements anti-esclavagistes et africanistes dans la diaspora, c'est d'idéaliser l'Afrique. Voilà, l'Afrique est bonne, l'Afrique est juste, l'Afrique est égalitaire, et c'est l'homme blanc qui est venu dénaturer la nature égalitaire de la vie sociale. C'est pourquoi il a amené l'esclavage. Et ça, c'est le discours des premiers chantres de l'anti-esclavagisme et de l'antiracisme parmi les Afro-Américains qui sont les leaders par rapport aux Africains qui les ont suivis à travers les luttes pour les indépendances. Et c'est pourquoi, dans le discours des Afro-Américains anti-esclavagistes et antiracistes, il est interdit de considérer les Africains comme étant promoteurs de l'esclavage. Et aussi, l'Union africaine, lorsqu'elle a été créée,
elle a été créée par une solidarité tiers-mondiste, une solidarité arabo-musulmane. Les Africains étaient solidaires avec les tiers-mondistes, avec les musulmans. Et il y avait une traite, la traite de l'esclavage interafricain entre les Africains était présente bien avant la traite orientale arabo-musulmane des Africains qui a autant saigné l'Afrique que la traite triangulaire, la traite européenne qui a aussi saigné l'Afrique, mais les deux traites, les deux leaderships des Afro-Américains et des Africains ont voulu mettre sous silence les premières deux traites pour idéaliser l'Afrique et ils ont voulu vraiment mettre le paquet sur la traite de l'homme blanc, sur l'esclavage de l'homme blanc, et ce qui a fait que l'esclavage interafricain et l'esclavage arabo-musulman sont laissés en rade, ne sont pas popularisés, ne sont pas connus, ne sont pas traités, ne sont pas démystifiés. Et c'est seulement avec les anti-esclavagistes mauritaniens parmi les esclaves de la communauté arabo-berbère, les Hassanophones, les Haratines. Et c'est à travers eux que l'esclavage dans le monde arabo-musulman, l'esclavage oriental, la diaspora noire dans le monde arabo-musulman, qui se compte par dizaines de millions, de la Mauritanie en passant par le Maghreb, l'Afrique du Nord, en passant par le Moyen-Orient, le Golfe, jusqu'en Asie, jusqu'au fin fond de l'Inde, cette grande diaspora, issue de la traite des Africains, commence maintenant à être citée dans le forum international à travers nous. Donc, cette émergence est encore balbutiante. Il faut encore beaucoup d'efforts pour que les gens s'en approprient. Et c'est pourquoi la publicité est très en deçà de ce qu'il faut pour les crimes d'esclavage et les crimes de racisme qui sont toujours en vigueur en Mauritanie. Bon, ce sont les voyages, en tout cas les activités internationales que nous sommes toujours en train de faire. Nous sommes en train de relier la Mauritanie au reste du monde. Nous sommes en train de relier la Mauritanie au forum international, à toutes les institutions internationales, à tous les médias internationaux. Bon, c'est à travers ça que nous, on a utilisé tous les prix, toutes les distinctions internationales qu'on a pu obtenir, on les a utilisées pour essayer un peu de faire émerger vraiment cette situation, de faire savoir cette situation et de la faire connaître. Mais je pense que nous avons du chemin devant nous parce que les Marocains, les Algériens, les Libyens, les Égyptiens, les Soudanais, les gens de la diaspora au sein du Moyen-Orient, la diaspora au sein vraiment en Iran, la diaspora un peu partout en Asie, toutes ces diasporas noires doivent aussi s'exprimer pour que ce phénomène ait une portée mondiale. Alors, comment expliquez-vous l'absence, par exemple, sur la scène internationale de mouvements de résistance à travers ces discriminations et contre ces discriminations en Mauritanie? Par exemple, je sais qu'il y a une très forte communauté mauritanienne en France, mais à ma connaissance en tant que journaliste, je n'ai jamais été convié, par exemple, à une manifestation de la communauté mauritanienne à Paris. Comment cela se justifie? Bon, en tout cas, la communauté mauritanienne à Paris a toujours organisé des manifestations, notamment contre les faits d'esclavage, les faits de racisme, les faits de discrimination. Elle est toujours active, elle fait de manière récurrente des activités. Peut-être les amis ici présents vont se charger dorénavant de vous mettre toujours à jour, de vous informer et de vous convier. Mais par ailleurs, il faut savoir aussi que la communauté, la société mauritanienne était désarticulée par la dictature, par un pouvoir omnipotent, dictatorial, violent, impuni, et qui met tout à sa disposition pour museler toute tentative de sortir des rangs. Donc les partis d'opposition sont interdits, les mouvements des droits de l'homme sont interdits, les manifestations sont interdites, le droit à la parole est interdit parce que les médias là-bas sont confisqués, ils sont vraiment entre les mains de l'État ou des gens qui parlent au nom de l'État et qui soutiennent l'État, le pouvoir. Donc c'est pourquoi il y a une certaine invisibilité, oui, au sein de la Mauritanie. Comment analysez-vous ou comment commentez-vous l'acharnement actuel de
du régime actuel contre l'ancien président et la justice mauritanienne contre l'ancien président? Bon, je pense que c'est toujours dans le cadre de la lutte pour le pouvoir, la lutte intestine entre les mêmes systèmes, parce que les deux Mohamed, l'ancien président et l'actuel président, Mohamed El Abdelaziz et Mohamed El Qazouani, ils sont tous les deux les adeptes de l'ancien dictateur, le sanguinaire Maouir Ahmed El-Tariq. C'est lui qui les a formés, c'est lui qui les a éduqués. Il était dans son sérail, il était ses premiers, ses hommes de confiance. Et c'est grâce à cette confiance qu'il leur a donnée, cette paternité qu'il leur a donnée, aveuglement qu'ils l'ont renversé, qu'ils ont pu le renverser. Et je pense qu'ils ont appris beaucoup de lui. Le machiavélisme, ils ont appris de lui aussi le fait qu'il n'hésite pas à verser le sang. Bien qu'il se montre magnanime, l'actuel président, sous son règne, déjà, il y a 12 Mauritaniens qui ont été tués par la police politique. 12 morts. Et tous ces morts, il n'a jamais accepté qu'il y ait une autopsie ni une justice qui prend son cours. Il a corsé toutes les lois. Il a muselé toute la presse. Il a verrouillé, il a fermé toutes les télévisions libres, toutes les radios libres. Et il a interdit aux médias de l'État d'inviter et de recevoir des hommes politiques de l'opposition. Jusqu'à là où nous sommes là où nous sommes assis. Bien qu'il continue aussi d'essayer de vendre vraiment une image de magnanimité en invitant les opposants, dit-il, à un dialogue, bien qu'il interdit les partis, bien qu'il interdit vraiment les médias publics et les médias privés, bien qu'il interdit les manifestations. Toutes les manifestations sont matées dans le sang par la violence. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'expression, de droit à l'expression. Il y a tous les leviers de l'état de droit sont confisqués. Mais après tout, il veut vendre aux populations qu'il est en train d'emprisonner, de martyriser son prédécesseur par celui-là. Il a volé de l'argent. Mais le vol de l'argent, le vol des deniers publics, le détournement des deniers publics, l'appauvrissement des Mauritaniens, les malversations, se sont accentués sous son régime. Parce que depuis 15 ans, nous sommes dirigés par les gabégistes. Mais lui, il dit, pour soigner la gabégie, il nomme des gabégistes. Et voilà, il prétend lutter contre la gabégie, il le déclare à chaque fois, mais on n'a jamais vu un gabégiste en prison. On n'a jamais vu un gabégiste emprisonné, ou condamné, ou poursuivi, ou traîné devant la justice. Au contraire, ceux qui dénoncent les gabégistes, c'est eux qui partent en prison. Comme ceux qui dénoncent l'esclavage, c'est eux qui partent en prison, alors qu'eux, ils prétendent avoir des lois contre l'esclavage et des tribunaux contre l'esclavage. Bon, la lutte entre les deux hommes, c'est une lutte pour le pouvoir. C'est une lutte pour le pouvoir. Ce n'est pas pour la justice qu'on veut le prétendre. Les députés qui sont sous les ordres du pouvoir exécutif en Mauritanie et qui ont voté la loi pour l'examen et l'incarcération de l'ancien président. Et la preuve que la gabégie continue à battre son plein, c'est que même les députés ont refusé de voter les lois qui obligent certains hauts fonctionnaires, dont les députés, à déclarer leurs biens. Quand ceux qui dirigent l'État refusent de déclarer leurs biens, refusent de souscrire à la loi de la transparence, c'est que il y a anguille sous roche. Ils ont peur de quelque chose. Voilà. Comment pensez-vous sortir de cette situation et quel appel avez-vous à lancer aux Africains? Bon, je lance aux Africains un appel pour que les peuples africains, la jeunesse africaine, s'investissent, se mobilisent au profit des peuples africains en difficulté. Et il y en a beaucoup.
Mais quand même, il y a des cas, comme le cas du peuple mauritanien, qui est victime d'un génocide qui a été perpétré et qui reste impuni, et dont les victimes qui restent vivantes continuent à appeler à la justice, continuent à venir dans tous les forums internationaux pour entendre leur voix. Je veux que les Africains les entendent. Pas à Genève, pas à Bruxelles, pas à New York. Je veux qu'ils les entendent à Ouagadougou, à Abuja, oui, ou en Angola. Il faut que l'élite africaine puisse s'investir dans un travail parallèle au travail de ceux qui nous gouvernent, qui sont lignés par les accords des chefs d'État au sein de la CEDEAO, qui sont liés par le club des notables, le club des chefs d'État, qui se neutralisent. Chacun ne veut pas créer les problèmes pour l'autre. Mais il faut que nous sortions de cette rigueur pour qu'au sein de la jeunesse africaine, de l'élite africaine, nous puissions assister le peuple africain en danger et le peuple mauritanien en fait partie. Monsieur le Président, pour nous avoir apporté de votre temps pour traiter des questions aussi importantes que ce qui nous lie en Mauritanie, en Afrique en général, et en Mauritanie en particulier. Je vais essayer de rebondir juste sur une question qui est quand même aujourd'hui d'actualité, en dehors de la Mauritanie, qui est justement, mon collègue en a parlé tout à l'heure, l'AOS. L'AOS aujourd'hui, malheureusement pour certains qui sont toujours debout pour l'unité africaine, ne sont pas très d'accord par rapport à ce qui s'est passé, qui analysent cela comme étant un démembrement d'une valeur culturelle, politique de l'Afrique. 3 pays qui décident de se retrouver seuls. Quelle est la vision, votre analyse déjà de cette situation? Pour vous, quel est l'impact, qu'il soit positif ou négatif, de ce regroupement-là par rapport à l'unité africaine et le développement de l'Afrique? Bon, ce regroupement me donne tout d'abord l'idée de l'échec de l'Union africaine, de l'échec de la CEDEAO, mais surtout de l'échec de l'État africain post-indépendant. Mais davantage, l'échec des démocraties, en guillemets, des fausses démocraties africaines. L'échec du système des présidents faussement élus et l'échec de la coopération entre l'Occident et l'Afrique, entre la France et les pays africains de son carré. Et je pense que, surtout, je dois m'appesantir sur le modèle des fausses démocraties africaines qui mettent en place tout l'attelage électoral, institutionnel, mais qui est vidé de son sens de souveraineté populaire. C'est pas le peuple qui a élu ces chefs d'État. C'est pas le peuple pour qui ces chefs d'État ne répondent pas devant ce peuple et ne sont pas élus par ce peuple. Mais l'agencement du dispositif d'élection en guillemets, démocratique en guillemets, est fait pour rassembler à la démocratie. Bon, je pense que ce modèle de trichage est en faillite à travers cette fondation des États AIS et même à l'origine à travers l'irruption de ces pouvoirs sur le fumier des fausses démocraties.
D'accord. Merci, Monsieur le Président. Donc, le cordon, il pourrait aborder de la bande sahélo-sahélienne la question de la sécurité au niveau du Sahel. Oui. Tout ceci est lié. Je pense qu'un État dirigé par des présidents faussement élus, dirigé par une élite faussement élue, gabégiste qui ne répond pas devant la loi à ces crimes économiques qu'elle commet. Je pense que ce genre de dirigeants, présidents faussement élus, élites corrompues, ne peuvent pas diriger un État vers la sécurisation de ses populations, de ses frontières et de ses biens. Je pense que la défaite des États dirigés par des présidents faussement élus et par une élite gabégiste et corrompue, cette défaite est certaine. Ils ne peuvent pas tenir tête aux mouvements extrémistes violents. Et l'esprit de sacrifice, l'esprit de mobilisation qu'un peuple doit faire pour tenir tête à ce genre de phénomènes dangereux impliquerait vraiment un système bâti sur la légitimité, sur les bonnes élections, les vraies élections, et sur une gestion transparente des ressources humaines et des ressources matérielles et financières. Merci, Monsieur le Président. Je m'en vais tourner complètement de registre parce que on vous a plus connu sur un volet qui est cela rentre dans un registre de culture, mémoire, identité. Donc, connaissant un peu la Mauritanie, comment elle est tissée culturellement, quel est le rôle pour vous que pourrait jouer la culture dans un projet de réconciliation nationale? La culture est un volet primordial dans tout projet de construction nationale. C'est pourquoi il est extrêmement important et primordial de donner leur place aux hommes de culture, aux arts, aux cultures, aux différentes formes d'art. C'est pourquoi l'épanouissement d'un peuple se mesure avec son épanouissement culturel. Et nous avons vécu ça à travers notre propre expérience, l'assèchement de tout projet, de toute politique culturelle pour développer nos cultures et pour vraiment permettre à nos hommes de culture d'exceller dans leur domaine. Ceci plombe les génies de chez nous et nous empêche de rayonner. Bon, d'où la nécessité qu'un projet politique, économique et social brillant soit accompagné d'un projet culturel aussi brillant. Et c'est le levier. Peut-être s'exprimer. Oui, bonsoir tout le monde. Je souhaite d'abord remercier le président Biram de m'avoir convié à cette rencontre. Je suis très content d'avoir participé à cette rencontre parce que j'ai beaucoup appris sur la Mauritanie. Le président Biram a répondu à toutes les questions, donc il nous a exposé sa vision de la Mauritanie et son projet pour la Mauritanie. Je vous remercie. Bien sûr. Bonsoir à tous.
C'est bon? Bonsoir à tous. Je m'excuse en avance pour mon français. J'espère que tout le monde va comprendre qu'est-ce qu'il essaie de dire. Et merci, Président, pour l'invitation. Je viens avec mon ami Mathieu Dandoa et Juan Capunay. Nous trois, on travaille ensemble avec Président Biram depuis fin 2018, fin 2017-2018. Et on voudrait continuer à travailler à son côté jusqu'à qu'il nous dira que c'est fini pour nous. Et moi, merci, jusqu'à la victoire. Je suis mexicain et depuis que j'ai connu Biram, j'ai resté très touché pour son courage et pour l'amour qu'il montre tous les jours à son pays, à son peuple. Et je voudrais apprendre beaucoup de ça pour un jour essayer de le répliquer au Mexique, que c'est un pays aussi qui souffre de beaucoup de choses très pareilles à la Mauritanie. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci. Bon, je pense que pour mes amis, à la fin de cet échange, je pense que beaucoup de gens attendent avec impatience l'avènement de 2029. La date d'élection présidentielle qui pourrait libérer la Mauritanie totalement, voilà, du joug de l'inconsistance, de l'inconséquence. Mais je pense que vu la situation, les grands dangers qui courent, vu les échecs répétés qui se multiplient à un rythme assez effréné, vu vraiment les grandes hésitations, les errances du pouvoir en place. Et je pense qu'il est difficile pour l'actuel chef d'État, le général Ghazouani, de finir son mandat. Donc, que Dieu protège la Mauritanie et que tous les Mauritaniens soient aux aguets, parce que notre objectif primordial, c'est que nous puissions obtenir pour les Mauritaniens un changement paisible, démocratique, à travers les urnes. Voilà, je vous remercie. Merci.